Bien le bonjour à tous ceux qui sont ici réunis, tous ceux qui sont là quelque part sur le net, en ligne. Bienvenue à vous aussi. Bienvenue à tous les intervenants qui ont ouvert leur cœur pour cette journée. Et c'est une chance de pouvoir, pendant toute une journée, se mettre à réfléchir ensemble sur cette question de la dignité et de notre responsabilité. Comment pouvoir partager nos expériences, nos recherches, nos interrogations sur comment oser le risque de la vie, comment oser exister, trouver cet élan toujours inachevé pour aller de l'avant et s'approcher de cette question, comment rester digne. Comment rester digne vis-à-vis de la nature? Comment rester digne vis-à-vis des autres? Comment rester digne vis-à-vis de soi-même? C'est un mouvement, c'est une recherche incessante. Et nous espérons de tout notre cœur qu'au cours de cette journée, nous puissions nous interroger, aller plus à l'avant dans nos questions et nos recherches, et que celles-ci restent toujours l'élan qui nous anime. Je nous souhaite à tous ici présents et présents dans notre cœur une très belle journée. Chers amis, chers participants, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue à tous. Un tous qui signifie pour aujourd'hui un peu plus de 80 personnes ici présentes et un peu moins de 100 personnes au bout du fil, devant des écrans. Beaucoup ont souhaité participer à distance à cette journée. J'insiste sur le participer et non pas simplement être spectateur, puisque tout le monde, que ce soit vous dans la salle ou vous devant vos écrans, vous êtes tous invités à partager ce que vous aurez à dire pour contribuer à la construction de cette journée. Voilà pourquoi je vais être celui qui donne les règles de ce jeu-là. Les règles de ce jeu signifient déjà que pour ceux qui sont en présence, vous devez toujours essayer de maintenir à peu près 80 cm entre vos chaises. Vous, s'il vous plaît, vous devez aussi maintenir vos masques. Sauf au moment du repas. Et là, nos amis internautes sont évidemment hors de cette contrainte, donc on les salue pour ça. Mais ceux qui sont là, on doit être aussi vigilants, y compris sur les déplacements. C'est-à-dire qu'au moment du repas, évidemment, il est plutôt conseillé d'enlever le masque au moment où vous allez manger. Et sinon, vous avez ici un accès au parc, sous condition, quand vous circulez, de maintenir le masque, puisque nous sommes à proximité d'un établissement qui reçoit des personnes âgées. Quant à ceux qui sont devant leurs écrans, si vous avez un balcon ou un jardin, vous pouvez vous promener sans souci et sans masque. Autre chose maintenant, pour ici, donc vous avez... Quand vous êtes arrivé, vous avez trouvé l'endroit des toilettes. Vous avez à votre disposition de l'eau et du café. Donc, soyez confortables. Et ceux qui nous écoutent chez eux aussi, n'hésitez pas à vous faire couler un bon café et un bon verre d'eau fraîche. Comme ça, on boira ça ensemble. Pendant les pauses, tous sont invités à ces fameuses pauses interactives. Les pauses interactives signifient que dans la salle, vous avez un tableau sur lequel vous pouvez écrire, dessiner, vous exprimer. Et ce sera une moisson qui nous permettra de récolter toutes vos bonnes idées. Pour ceux qui sont au bout du fil, simplement, vous êtes invités aussi à vous rapprocher via vos claviers de Agathe, qui est là, et qui, au fil du temps, récolte tout ce que vous avez
à nous dire, y compris si maintenant vous nous faites un signe et pour nous dire bonjour et que vous êtes vraiment là aussi avec nous. On compte vraiment sur vous aussi, sur vous tous. Voilà. Et pour ceux qui sont dans la salle, donc quand vous allez vouloir vous exprimer les uns ou les autres, le fonctionnement des micros sera de telle manière qu'ils seront transmis et à chaque fois évidemment nettoyés avec les sacro-saintes lingettes. Ils seront donc bénis dans ce sens. Et toute circulation de la parole se fera par l'intermédiaire de ces micros que nous pourrons vous transmettre sur demande au moment des partages des tables rondes. Merci. Donc, on a commencé à présenter Agathe. On peut aussi présenter Claudia qui s'est occupée des inscriptions et Brice que vous verrez avec son casque sur la tête qui s'est occupé de toute la partie, de tout en fait, l'infrastructure. Donc, grâce à ces 3 personnes qui ne sont pas sur scène, 3 personnes qui sont sur scène, qui sont prêtes à accéder, Alain et moi, Isabelle, on a pu vraiment être soutenus pour organiser ce colloque. Colloque veut dire parler ensemble. Et dans ce sens-là, c'est vraiment un colloque. On a, comme vous l'a dit Alain, parlé ensemble. Et on est vraiment particulièrement heureux de pouvoir vous présenter des personnes qui ont bien voulu venir tenter l'aventure parce qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et encore ce matin, on se disait, mais tu vas dire quoi ? Tu vas dire quoi ? En fait, on ne sait pas encore. Mais si, eux, ils savent ce qu'ils vont dire. Mais on ne sait pas ce qui va en sortir, par exemple, dans la table ronde. Et ce qui sortira de la table ronde, ça viendra aussi de vous tous, derrière. Et alors, toute cette chose nous fait penser que cette communauté invisible, c'est ce que Edgar Morin, notre centenaire national, ou presque centenaire, appelle la communauté de destin. C'est-à-dire qu'on est contemporains ensemble. Et sans se voir forcément, mais en ayant toujours la conscience que ce qui fait l'être humain, c'est aussi la rencontre. Et cette rencontre, elle a déjà eu lieu pour certains, elle va avoir lieu pour d'autres aujourd'hui. Et ce qui en sortira ce soir, tous les fruits qui en sortiront, nous ne le saurons que plus tard. Donc c'est vraiment à une dynamique qu'on vous invite. Et c'est pour ça que on a pensé aussi à ponctuer tous les moments de parole par des moments artistiques, parce que les moments artistiques sont aussi des moments de recollection pour ceux qui sont assis et qui écoutent beaucoup, même s'ils ont un peu le droit à la parole quand même, mais qui écoutent beaucoup. Et c'est pour ça que nous avons 2 artistes qui vont être là au cours de la journée. L'une est une piétonne danseuse, ou une piétonne dansante, ou une danseuse qui marche et qui dit elle-même de la marche à la danse, il n'y a qu'un pas. Et c'est Maroussia Vossen qui est là-bas derrière, mais que vous verrez tout à l'heure. Et donc j'ai le plaisir de la présenter et vous la verrez tout à l'heure faire résonner ce qui a été dit. Et avant de commencer vraiment avec nos intervenants, je voudrais aussi... Ah, ça serait bien de penser tous d'un coup à les éteindre en même temps, d'accord ? Maintenant, juste maintenant, là. Mais c'est bien parce que grâce à toi, on y pense comme ça. Et je voudrais aussi présenter Jean-François Alison, qui va être aujourd'hui orateur et flûtiste, et qui va introduire ce temps de cette journée avec de la musique. Vous voyez une flûte baroque, avec de la musique baroque. Et la musique baroque a une particularité. Elle est contemporaine dans le sens qu'elle est très écrite et en même temps très improvisée. Elle est pleine d'ornementation et c'est libre cours à l'interprète à partir de quelque chose de très écrit et de très cadré, d'ornementer comme il le veut. Et ça correspond complètement à ce qu'on voudrait faire aujourd'hui. Donc, voilà. Et Jean-François parlera cet après-midi, je ne le représenterai pas une deuxième fois,
parlera cet après-midi. Il nous parlera de point de vue de jungien sur la question de la responsabilité humaine. Je continue pour présenter maintenant nos amis qui vont participer à cette soirée, à cette journée. Présenter quelqu'un qu'on ne présente plus, Marie de Henzel, avec une question. Une question, comme il a été dit ici, il est question de la vie. Et la question, c'est que se passe-t-il au moment où la vie s'exprime plus forcément d'une manière jaillissante, plus forcément avec les apparences contenues et convenues, mais où la vie s'exprime avec tant de fragilité, menacée, et avec tant de force, qui nous invite à penser que la vie est aussi plus forte que la mort elle-même. Et comment accompagner ces moments intenses avec de la présence. On peut dire de la présence, on peut le dire de mille et une manières, puisque chacun doit s'approprier ces moments-là. Et c'est avec grand plaisir que nous écouterons Marie, qui côtoie ces questions très profondes chaque jour, et c'est le travail de toute une vie. Donc merci Marie. Après Marie, nous aurons la présence de Jean-Michel Florin, qui est ici. Ils sont là devant nous, prêts à intervenir. Jean-Michel est agriculteur, chercheur, observateur, formateur. Et en un mot, il s'occupe du lien avec la nature et aussi d'aider les jeunes à recréer et cultiver un lien responsable avec la nature. Et ensuite, nous aurons la joie et la chance d'entendre Sévim, rencontré par une lecture, puis directement en personne, et tellement touché de voir comment un être consacre sa vie à essayer, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, de pouvoir retrouver sa dignité, de pouvoir restaurer sa verticalité et sa confiance grâce à l'amour qu'elle leur porte en eux-mêmes. Voilà Sévim, un petit peu d'elle. Bienvenue à tous ceux aussi qui nous écoutent sur le net. Et je suis merci aussi à tous ceux qui m'ont invité à cette journée sur 3 thèmes extrêmement importants: dignité, humanité, responsabilité. Évidemment, je démarre cette journée sur un thème qui va peut-être paraître assez lourd à certains, puisque je vais parler de la dignité, aussi, de l'humanité, de la responsabilité que nous avons à la fois dans notre approche de la mort, qui fait partie de la vie, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes tous mortels ici. Personne ne peut dire que ça ne le concerne pas. Nous le savons. Nous allons mourir un jour. Nous allons perdre des proches que nous aimons aussi. La mort fait donc partie de la vie. Ce n'est pas quelque chose que l'on met de côté ou malheureusement, dans notre société, on ne pense plus. On est dans un déni de la mort. Ce n'est pas pour rien qu'un anthropologue, il y a quelques années, disait que nous étions dans une société thanatophobe et mortifère, qui a peur de la mort et qui porte la mort. Et vous verrez que nous avons vu ce que ça signifiait. Et c'est parce que nous sommes mortels, eh bien, que justement la vie a un sens profond. C'est pour ça que la question de la mort est là pour nous renvoyer en permanence à l'essentiel de nos vies. Pourquoi sommes-nous là? Que faisons-nous? Quelles sont les priorités? Quelles sont nos valeurs? Nous sortons
et nous sommes encore, mais nous avons vécu pendant 1 an une situation dramatique dans laquelle la question de la mort a été omniprésente, avec un traitement très anxiogène des médias. Mais qui ne s'est pas posé la question de savoir, et après tout, si ça m'arrivait, si je pourrais me retrouver en réanimation, je pourrais mourir, comme 100 000 personnes sont mortes depuis 1 an de cette pandémie. Et qui ne s'est pas posé la question de la mort et ne s'est pas rendu compte à ce moment-là de ce qui était essentiel pour chacun? On voit bien que la question de la mort, elle est là pour nous rendre encore plus vivants. Nous avons aujourd'hui un homme que vous connaissez tous, qui est Axel Kahn, avec qui j'ai été beaucoup en relation, j'ai beaucoup travaillé avec lui. Et Axel Kahn est en train de médiatiser partout son mourir. Il est atteint d'un cancer en phase terminale. Je ne sais pas combien de temps il a à vivre, quelques semaines, peut-être quelques mois. En tout cas, il est en train de nous dire que face à cette mort qu'il regarde en face, dont il n'a pas peur, il se pose la question de la valeur de sa vie. Être vivant, pleinement vivant jusqu'au bout. Il nous parle de son émerveillement devant la nature, devant le printemps qui arrive, de l'importance de sa relation avec les gens qu'il aime, avec ses enfants, ses petits-enfants, de l'importance aussi de la transmission. Pourquoi est-ce que finalement il va parler de son expérience sur les médias ou sur les plateaux de télévision, sinon pour transmettre ce que notre société a vraiment besoin d'entendre aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas mettre la question de la mort de côté. Elle est au cœur de nos vies. C'est elle qui donne du poids à nos vies. Alors, nous avons vécu une période qui a montré aussi à quel point la dignité, l'humanité avait été mise à mal, avait été fortement impactée par ces mesures sanitaires qui ont été un véritable drame pour les personnes âgées, les personnes vulnérables, fragiles, dont nous savons très bien que les interdits qui ont été mis en place à cause des restrictions sanitaires, l'interdit de visite. Donc, est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire pour une personne âgée d'être interdite de visite quand la visite est la seule chose qui maintient son goût de vivre? La visite d'un proche, la visite d'une famille, des personnes qui se sont trouvées récluses dans leur chambre, sans aucun contact, sans aucun lien, un lien avec des personnes qu'elles aimaient. Le droit à la présence humaine, qui est un droit, je dirais, imprescriptible, n'a pas été respecté. L'interdiction d'accompagner quelqu'un que l'on savait mourant. Combien de personnes sont mortes dans les services dans des services médicaux, en réanimation, mais aussi dans les EHPAD, dans lesquels elles se sont laissées glisser vers la mort en se demandant quel sens ça pouvait avoir encore de vivre. Ces personnes à qui, justement, on a dénié le droit d'être accompagnées. L'interdiction de dire au revoir. L'interdiction de faire l'adieu au visage, de constater la mort, l'interdiction de se réunir autour d'un cercueil, d'aller aux obsèques. Ce que nous avons vécu est extrêmement grave. C'est une rupture anthropologique. Jamais, depuis la nuit des temps, une décision sanitaire et politique n'a empêché quelqu'un qui sentait que c'était important de venir accompagner et dire au revoir à quelqu'un de le faire. On pense à Antigone, évidemment. Oui, il y a l'histoire d'Antigone. Mais dans l'humanité, jamais il n'y a eu des mesures sanitaires et politiques qui ont empêché cela. C'est le véritable scandale. Ça a généré évidemment des souffrances énormes, des souffrances des mourants qui n'ont pas pu effectuer ce que j'appelle le travail du trépas. Vous savez que le temps du mourir est important parce que c'est un temps dans lequel on va accomplir sa vie.
On va clôturer sa relation avec les autres. Le travail du trépas, c'est ce que Michel de Musan, le psychanalyste, disait dans une formule que j'aime beaucoup. Il disait c'est une tentative de se mettre complètement au monde avant de disparaître. Comment? Pas par des discours, un regard, une parole, un geste. Quelquefois un peu plus, mais souvent ça se réduit à ça. Mais cette parole, ce geste, ce regard, dans lequel on va déposer quelque chose de soi dans l'oreille de ceux qui sont là autour, c'est ce qui permet de mourir en paix. Et si on n'a pas pu faire cela, et il y a 100 000 personnes qui n'ont pas pu le faire, qui n'ont pas pu accomplir ce travail, eh bien, on ne peut pas mourir paisiblement. Et pour ceux qui restent, qui accompagnent, de ne pas avoir pu justement dire au revoir, dire cette dernière parole, avoir ce dernier regard, ces derniers échanges qui sont tellement précieux, puisque on boucle la relation avec quelqu'un. Eh bien, ces personnes sont aujourd'hui dans une énorme souffrance. Ce sont des personnes qui ont des deuils quasiment impossibles à faire, qui sont des personnes qui se culpabilisent, qui vont s'empêcher de vivre, d'être heureux. Donc ces souffrances-là, on n'en a quasiment pas parlé. Et puis, il y a aussi la souffrance des soignants, des accompagnants, de ceux dont le métier est un métier humain, de prendre soin. Les médecins, les soignants, c'est quand même pas n'importe quelle profession, de prendre soin de l'autre. Eh bien, ces personnes ont été confrontées à des mesures, puisqu'il n'y avait aucun fondement juridique, mais des mesures qui les ont contraintes à faire des choses qui étaient contraires à leur système de valeurs, à leur humanité. Et tout cela a été généré par la peur. La peur a eu raison de l'humain. Alors, je commence évidemment par là parce que cette expérience nous montre justement. Il y a toujours, vous savez, dans les épreuves, il y a toujours, les Chinois nous disent que la crise est une épreuve, mais qui va vers une transformation, vers une évolution. Il y a quelque chose à tirer de là. Et je pense que s'il y a quelque chose à tirer de là, c'est vraiment que nous prenions conscience de l'importance du respect du temps du mourir, de l'accompagnement de ce temps, puisque c'est ce qui... finalement, ces rites sacrés sont des rites qui structurent notre relation à la mort et la relation entre les vivants et les morts. Aujourd'hui, vous avez 100 000 familles qui sont en permanence avec des revenants et des fantômes. Parce que qu'est-ce qu'un revenant et qu'est-ce qu'un fantôme? Eh bien, c'est la pensée que l'on a en permanence de quelqu'un à qui on n'a pas pu au revoir, avec qui on n'a pas pu se mettre en paix. Les revenants, ce sont ceux qui reviennent dans notre pensée et qui nous hantent parce qu'on se dit « j'aurais dû faire ça, j'aurais dû lui dire cela ». Nous sommes pleins de fantômes, c'est ce que Delphine Orviller dit remarquablement dans son livre « Vive avec les morts », mais nous sommes envahis de fantômes, de revenants. Et il n'est pas évidemment trop tard pour se mettre en paix avec nos morts, et c'est la raison pour laquelle dans ce petit livre que j'ai écrit sur sur tout ce que je viens de vous dire, l'adieu interdit, il y a une lettre aux endeuillés dans laquelle je dis qu'on peut toujours, même des mois plus tard, effectuer des rituels dans lesquels on parle à celui qui est parti, on lui dit ce qu'on aurait aimé lui dire, qu'on n'a pas pu, les gestes qu'on aurait aimé avoir et qu'on n'a pas pu avoir. Il faut parler pour justement les libérer et se libérer soi-même. Parce que si nous sommes en paix avec nos morts, eh bien nous sommes à ce moment-là pleinement vivants. Et nous nous autorisons à vivre, à continuer à vivre, bien sûr. Alors, je vous ai parlé de vous voyez, de la dignité. Cette dignité a été mise à mal parce que la dignité de la fin de vie, ce n'est pas la possibilité de demander à abréger ses jours, comme on le dit trop souvent aujourd'hui, la liberté de mettre fin à ses jours, ou de demander qu'on aide à mettre fin à ses jours. La vraie dignité, c'est de pouvoir avoir quelqu'un près de soi,
qui vous accompagnent et qui vous permettent d'effectuer justement ce travail du trépas. Cette dignité, elle n'a pas été respectée. Et nous sommes pourtant au pays des droits de l'homme, dans lequel justement, ce pays des droits de l'homme qui est fondé sur l'impératif de Kant, tout être humain est digne, quel que soit son état, quelle que soit sa dégradation physique, il reste digne. Il a le droit à la présence humaine, il a le droit d'être accompagné, il a le droit justement de pouvoir accomplir sa vie. Ces droits n'ont pas été respectés. Et c'est peut-être justement la responsabilité que nous avons maintenant. Je termine sur la responsabilité qui est de réintégrer la vie, la mort dans la vie, pour être pleinement vivant, justement. Première responsabilité, ne pas l'écarter, ne pas la dénier, l'intégrer dans nos vies. Deuxième responsabilité, ne pas passer à côté de l'expérience de l'accompagnement d'un mourant, parce que c'est une expérience qui nous humanise. On n'est pas le même après l'accompagnement de quelqu'un. Cet accompagnement nous transforme, nous change. Et c'est un moment de vérité. Souvent on dit on ne sait pas quoi dire, quoi faire, mais il n'y a rien à dire ou à faire, il y a juste à suivre l'impulsion de son cœur. Être là, impuissant, puisqu'on ne peut pas empêcher la mort de l'autre. Donc c'est en contact avec son impuissance. Et pourtant là, dans la vérité de la relation avec l'autre. Et moi j'ai souvent dit, suivez votre cœur, suivez ce que votre cœur vous dicte. Mais c'est une responsabilité, car c'est grâce à cela que la personne va pouvoir partir apaisée. Responsabilité aussi je dirais, de transmettre aux autres. Si parmi vous, il y en a certainement, ont eu l'expérience de l'accompagnement d'un proche, vous savez cela, dites-le aux autres. Parce que nous sommes dans une société du déni de la mort. Et si tout le monde se tait autour de ce qui se passe autour de la mort, comment voulez-vous que ça évolue ? Comment voulez-vous que l'on réintègre cette question pour être plus humain ? Donc il faut transmettre. Chacun doit transmettre aux autres, transmettre à nos enfants. Moi, je sais qu'une des joies les plus grandes que j'ai, c'est quand je peux parler à un public de jeunes. Ce que j'ai fait il y a quelques années grâce à une de mes petites filles qui m'avait invitée dans son lycée. J'avais 200 jeunes entre 18 et 22 ans. Et puis j'ai fait récemment au lycée militaire d'Autun, pareil, des enfants, des jeunes entre 18 et 22 ans. Je peux vous dire, il n'y avait pas une mouche qui volait dans la salle. Tous ces jeunes, ils savaient très très bien que ce que je leur disais sur la mort, et alors certains d'entre eux c'est des militaires qui se destinent aussi à une carrière dangereuse. Ils savent qu'ils peuvent rencontrer la mort au Tchad ou dans d'autres pays, au Mali. Mais tous ces jeunes m'ont écouté avec extrêmement d'attention et m'ont remercié à la fin en me disant « Personne ne nous parle de la mort. Personne, même dans nos familles, on ne nous en parle pas. Et nous avons besoin d'entendre cela. » Ça fait partie justement de la transmission. Voilà, je crois que j'ai dit sans doute, voilà, bon, on continuera dans la table ronde. Merci. Bonjour à tout le monde, à toutes et à tous, aussi à ceux qui sont bien sûr dans la salle et ceux qui sont plus loin, quelque part dans différents pays. Après ce premier exposé, moi je voudrais passer sur un aspect un petit peu différent. Parce que cet exposé est touchant, comme disait Marie de Hensel, c'est assez touchant, mais je vais essayer de... Voilà, je suis encore avec ce qui vient d'être dit. Je voudrais évoquer notre lien à la terre, notre lien à la nature, notre lien à ce qui nous entoure. Et pour ce colloque, il y a 3 termes, humanité, dignité et responsabilité. Et en fait, on peut commencer tout simplement par prendre le terme
d'humanité et d'humus. Et donc on a déjà le lien à la Terre qui est présent dans les termes. Je voudrais partir de la situation que rencontrent beaucoup de jeunes aujourd'hui dans leur rapport à la nature, dans leur rapport à la Terre. En faisant un petit retour en arrière, un jeune, soit un enfant, soit un jeune adulte, il y a encore un siècle et demi, pour lui, le lien à la terre, le lien à la nature était évident. Et pour tout le monde d'ailleurs, le lien à la nature était évident. On avait toujours un grand-père, des grands-parents qui avaient une ferme ou qui avaient un grand jardin. Et il était évident que la nature nous porte, que la nature nous nourrit, qu'on peut aller dans la nature, qu'on joue dans la nature, que l'essentiel de notre vie est en lien avec la nature. Aujourd'hui, ça s'est vraiment énormément transformé, ce rapport à la nature. On peut dire qu'on est très nombreux à vivre, que ce soit concrètement, physiquement, ou que ce soit aussi en conscience, hors sol. Voilà, on peut commencer par s'observer soi-même. Quand on est vraiment en lien avec ce qui nous entoure, et je prends la nature au sens large, j'intègre les êtres humains, j'intègre tout ce qui est vivant et tout ce qui est autour de nous. Quand sommes-nous hors sol, quand sommes-nous sur le sol? Là, j'aimerais... Et alors, on peut se poser la question, qu'avons-nous gagné dans cette histoire d'être hors sol? Ce qu'on a certainement gagné, pour beaucoup de gens, c'est une certaine liberté, en fait. Il y a eu beaucoup d'exodes des campagnes, et ça continue encore dans beaucoup de pays plutôt du Sud. On a gagné une liberté, on a gagné une indépendance de toute cette... Oui, du fait d'être porté par la nature, mais aussi tenu et d'être obligé de respecter tout un ensemble de rythmes de la nature. On a gagné une certaine indépendance, mais de l'autre côté, s'est développée une grande solitude, en fait, un grand isolement. Et beaucoup de personnes, en fait, se disent, mais enfin, sont dans une grande nostalgie, et beaucoup de jeunes, je rencontre beaucoup de jeunes, on sent je suis formateur, ils aimeraient se relier à la nature, ils ne savent pas du tout comment s'y prendre. Et si on regarde cet isolement, cette solitude, en fait, le monde ne me parle plus du tout, le monde qui m'entoure ne me dit rien, ne me dit plus rien du tout. Ça amène effectivement à un isolement, et cet isolement peut amener aussi à une peur. On peut rebondir un petit peu sur ce que disait Marie de Wenzel avant, se dire plus on s'isole, plus on se sent, on n'arrive pas à communiquer, plus on peut avoir peur aussi de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui est vivant. Je ne veux pas faire le lien avec la situation. Enfin, vous pouvez faire facilement le lien avec la situation. Plus on s'isole, moins on connaît ce qui nous entoure, plus on peut en avoir peur. Et dans cette... voilà, ça c'est pour poser un petit peu cette situation. Et alors, il y a beaucoup de jeunes pour qui cette situation d'isolement va encore plus loin, parce qu'ils entendent tout ce qui est dit tous les jours dans les médias à propos de la destruction de la planète Terre. Je ne vous fais pas la liste, c'est évident. Et c'est évident qu'on a un problème majeur, que l'hybris humaine, la volonté de puissance humaine a détruit énormément de vie sur Terre. Je parle de vie, on peut prendre les pollutions, enfin tous les problèmes qu'on connaît. Mais il faut réaliser que pour beaucoup de jeunes, ça les met dans une situation dramatique. Des jeunes se disent, mais alors, je nais au monde, je suis là, et j'ai pas de place sur Terre. Parce que dès que je fais un pas, mon empreinte est négative. Et je fais un autre pas, mon empreinte est négative. Vous connaissez le concept d'empreinte. Vous savez qu'au bout de 4 mois, en France, on a consommé ce dont on a besoin dans une année. Vous connaissez ce concept d'empreinte, je pense, écologique. Et pour beaucoup de jeunes, c'est très très fort, ils prennent ça très au sérieux et ça les touche très très profondément, ce qui peut les amener à une grande dépression. Je suis sur Terre, mais en fait, j'ai pas le droit de prendre part à la Terre. J'ai pas le droit de manger, j'ai pas le droit de prendre de l'espace, parce que dès que je fais quelque chose, je détruis. Il faut prendre ça très au sérieux, c'est vraiment une situation. Donc, vous voyez un peu le dilemme qui est presque comme un peu en écho avec la fin de vie, l'arrivée des jeunes. Alors, la grosse question, c'est comment retrouver confiance? Est-il possible d'avoir une empreinte positive? Est-il possible que mon pas sur la Terre soit pas seulement destructeur, qu'il puisse être positif? C'est ça la vraie question.
Enfin, c'est une question en tout cas. Et pour évoquer ça, j'aimerais juste... On a tous vécu toute cette période de confinement, déconfinement, reconfinement, etc., très particulière. Je me souviens de l'an passé au premier confinement. On pouvait observer sur soi-même un petit peu dans cette situation où en fait tout ce qui nous distrait quelque part, hein, tout ce qui au quotidien nous permet de nous distraire, quand tout ça n'est plus présent, sortir entre guillemets, quand on est obligé d'être enfermé chez soi, il y avait une occasion assez unique de se reposer la question de quoi j'ai vraiment besoin pour vivre en fait. Et c'était intéressant de constater que beaucoup de gens se sont dit un pot de fleurs, semer des graines avec les enfants sur le balcon, ça finalement c'est bien. C'est tellement banal hein, qu'on avait oublié de le faire. Des choses comme ça, toutes simples, qui ont été faites. Donc on pourrait, dans ces moments-là, il y a une leçon, je pense, qu'on peut tirer d'un moment extrême, très, très douloureux, mais de quoi j'ai besoin pour vivre et qu'est-ce qui me manque, véritablement, au-delà de tout ce qui nous distrait, peut nous distraire. Et pour évoquer ça, je voudrais en fait vous proposer trois exercices tout simples qui vont dans le sens un petit peu de cette phrase du grand poète allemand Goethe qui dit « N'oublie pas de vivre ». C'est le titre d'un livre de Pierre Hadot qui est vraiment très intéressant. « N'oublie pas de vivre », ça veut dire « n'oublie pas d'être au monde dans le présent, aujourd'hui et maintenant et ici et pas ailleurs ». Et voilà, je vous propose un triple exercice que chacun peut faire évidemment comme il le veut et qui, à mon avis, peut donner 3 éléments qui sont constitutifs de la dignité humaine et qui peuvent nous amener à reprendre notre responsabilité envers la Terre. Le premier exercice, si on le faisait ensemble, si on était dans le jardin, je vous proposerais tous ensemble dans le jardin de regarder sous vos pieds, en espérant qu'il y a de la terre, de la vraie, pas du béton, pas du macadam, pas du je sais pas quoi, mais de la vraie terre qu'on peut prendre dans les mains, de la vraie terre vivante. Et on pourrait dire chaque être humain a le droit et a besoin d'avoir un morceau de terre. Et c'est pour beaucoup de gens, beaucoup de réfugiés, c'est même pas le cas. Ils n'ont pas d'endroit, ils n'ont pas d'endroit où se poser. Et on a un corps physique, donc on a tous besoin d'avoir un endroit terrestre où on peut se poser. Je ne peux pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Et si on est plus nombreux, il faut partager la terre qu'on a. Donc on sent tout de suite, à partir de ce fait-là, en fait, la terre en tant que bien commun, il faut la partager. Et il faut que chacun puisse avoir une place sur terre. On peut décliner ça véritablement, mais on peut se dire aussi qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour des enfants, par exemple. Ça peut vouloir dire faire l'expérience tout simplement de mettre les mains dans la terre, de planter, de semer, de faire quelque chose de concret pour avoir ce lien à la terre et voir qu'il y a beaucoup plus petit que moi, sous moi, mais que ça me porte et que c'est extrêmement important. Pour passer, on pourrait dire, de la terre sous mes pieds, considérée comme le sol, solum, hein, ça veut dire support en latin, mais avant, dans le passé, la terre s'appelait Adama, la terre vivante ou la terre-mère. Vous trouvez ça dans de très nombreuses religions et traditions. Donc retrouver cette dimension de la terre vivante, la retrouver de manière actuelle, contemporaine. J'ai un exemple dans une université au Japon. Chaque étudiant, dans la première année, a 2 heures de jardinage chaque semaine et chaque étudiant a 1 mètre carré de jardin et apprend à travailler la terre. Qu'on soit étudiant en économie, en médecine, en biologie ou littéraire, pour retrouver ce lien. Donc là, ce premier... Voilà, comme j'ai un corps physique, j'ai besoin d'avoir une place et il faut que chacun ait sa place. Et on peut réfléchir aux conséquences juridiques que cela peut aussi avoir. En tout cas, c'est important pour ma dignité. Le deuxième regard que je vous proposerais de faire, si on était dehors et qu'on peut faire aussi dans la salle, mais dehors dans la nature, ça serait de regarder, en fait, regardons autour de nous. Hein, on regardait au-dessous de nous, regardons autour de nous. Et là, de se dire autour de nous, en fait, l'enjeu, c'est d'avoir la plus grande diversité possible. L'enjeu, c'est de rencontrer la communauté de tous les vivants, des plantes, des animaux, des êtres humains. Comment, en fait, cette communauté de vie, comment cette diversité peut m'enrichir,
Et plus j'ai de diversité, plus j'ai de découvertes. Et là, le geste qu'on peut développer, là, c'est vraiment un geste d'accueil. Se dire, mais plus il y a de diversité autour de moi, plus il y a d'occasions de rencontres intéressantes. Et ça nourrit mon âme, en fait. Que ce soit les plantes, évidemment, avec toutes les fleurs en ce moment, hein, toutes les odeurs, les parfums, les couleurs, les insectes, les animaux, les êtres humains. Là, c'est comme ça que je nourris mon âme, dans la rencontre autour de moi, avec cette diversité. On pourrait dire un éloge de la diversité. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, très souvent, on trie tout ce qu'on rencontre dans la nature en bon, pas bon, méchant, gentil. Et je peux vous faire la liste. C'est pour ça qu'on utilise des quantités invraisemblables de pesticides. On tue tout. Fongicides, herbicides, voilà. Hein, tout ce qui... ça, c'est l'inverse de cette attitude d'accueil. Je ne parle pas d'accueil naïf. Je dis d'accueil, d'abord, chaque être vivant a le droit d'être au monde. Et d'abord, je le rencontre. Et après, on verra comment chacun peut avoir sa place. C'est une révolution d'attitude. Hein. Et de ce point de vue-là, on peut dire que chacun a le droit à un paysage vivant, diversifié. C'est intéressant de savoir que l'Europe a créé une convention européenne du paysage. Chaque être humain, chaque Européen a droit à un beau paysage, harmonieux. Il y a encore du travail pour réaliser cette convention. Elle a été signée par la France, mais maintenant il faut s'y mettre pour que ça soit pratique. Vous savez que le paysage soigne. Hein. Vous savez que dans un hôpital, des gens qui ont vu sur le parc guérissent plus vite que ceux qui ont vu sur la grande avenue avec toutes les voitures. C'est scientifiquement prouvé. De plus en plus de recherches montrent ça. Donc comment créer ces espaces? Il y a un beau jardin partagé juste à côté d'ici. Hein. Comment multiplier ces espaces partout, 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 encore et toujours plus. Et là, il y a un point aussi important, c'est qu'en fait, je regarde la nature autour de moi, mais je peux réaliser qu'elle me regarde aussi. Et ça, c'est une étape fondamentale, de se dire, je suis aussi visible, je suis aussi fait pour être vu. Il n'y a pas que moi qui vois. On a tellement appris qu'on est observateur externe et que nous, on regarde le monde, on scrute le monde avec des tas d'engins, avec des télescopes, avec des jumelles, avec des microscopes. Je racontais ça à quelqu'un récemment, la personne m'a dit, c'est vrai, quand je regarde les oiseaux avec les jumelles, ils se sauvent, ils ont peur. Si je regarde sans jumelles et que j'ai une attitude intérieure d'accueil, d'intérêt, il reste là l'oiseau et je peux même parler avec lui. Et c'est pas une histoire. Essayez. Faites comme vous voulez, mais essayez. Cette attitude de scruter, de maîtriser, de cataloguer, de vouloir est simplement destructrice juste dans l'attitude intérieure. Donc quand je parle d'attitude d'accueil, véritablement, ça va loin. Moi aussi, je prends mes jumelles, mais j'ai aussi réalisé la même chose. Je vais les prendre de moins en moins, en fait. Vraiment, ça compte beaucoup. Ça paraît rien, mais ça compte vraiment beaucoup. Donc comment créer des ambiances saines, des ambiances de santé, des ambiances de joie justement et de plaisir. Et le troisième regard, qui est, vous avez certainement deviné, c'est de regarder au-dessus de moi. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment oublié de plus en plus aujourd'hui. Il y a beaucoup de lieux publics, si vous regardez en haut, le plafond est juste même pas... il n'existe pas, il n'est pas décoré. Vous avez tous les tuyaux, tous les trucs, regardez. Comment on a oublié de regarder en haut. Regardez dans les anciens bâtiments, comment on peignait le ciel à l'époque, dans les bâtiments. Aujourd'hui, il y a des vieux tuyaux tout sales. Alors, je parle de l'intérieur. Évidemment, quand je dis regarder, le regard au-dessus de moi, ça veut dire le regard dans le ciel, le regard peut-être la nuit aussi, le regard vers mon étoile, en fait, vers mon idéal, vers ce qui me porte. Et ça, je pense, c'est le troisième regard qu'on peut essayer de développer. Hein. J'ai plus la phrase de Kant exacte qui dit... Je crois que Kant dit que deux choses l'emplissent d'une grande émotion, c'est la loi morale en lui et le ciel étoilé la nuit. Voilà. Et je voudrais terminer là-dessus, en fait, sur ces trois regards, en vous proposant de partager ceci, parce que c'est ce qui peut donner la base de la responsabilité. Le fait de, d'abord, créer des liens avec ce qui nous entoure, des liens actifs, ce qui ensuite peut nous permettre d'agir de manière responsable. Merci beaucoup. Alors, ce qu'on vient d'entendre me fait penser à l'esprit d'enfance. Ce que j'ai observé chez les tout-petits. Et j'aimerais donc vous parler de mon lien avec les petits jusqu'à l'âge de 5-6 ans. J'ai beaucoup travaillé avec les petits et ils m'ont amené à entrouvrir ma porte qui était restée bloquée par trop d'intellect, trop de savoir. Et ils m'ont permis de
rencontrer enfin la fleur qui était sur mon chemin et que je ne voyais pas. Et ça me fait penser à Bouddha qui méditait sous un arbre. Un disciple est venu, il avait plein de questions, ce disciple, et il est venu lui demander une question. Et Bouddha l'a regardé et lui a dit, ne lui a rien dit, et il lui a juste montré une fleur qui poussait devant lui. Et c'est un peu ce que les enfants m'ont apporté. Et j'aimerais commencer par dire que j'ai pu relever, en tant que psychologue clinicienne, j'ai pu relever une constante que j'ai observée chez les enfants dans le fonctionnement psychique du tout petit enfant, à savoir cette faculté d'émerveillement et d'étonnement qui le met d'emblée en lien avec le sacré. Et juste un mot sur le sacré, c'est ce qui est indéfini, ce qui est secret, ce qui est caché, voilé par un voile, à l'abri de la lumière. Et si l'on va plus loin dans le fonctionnement psychique, si on prend quelqu'un comme Mircea Eliade, il disait que le sacré, c'est cet élan vers ce qui unifie l'être et apaise l'angoisse primordiale. Et je voudrais citer ici Rudolf Steiner qui disait que, je vais le lire, on pourrait dire que jusqu'à la seconde dentition, l'homme en tant qu'être naturel a une sorte de relation naturelle et sacrée avec ce qui l'entoure. Donc, les enfants ont été mes maîtres parce que ils ont voilà. Bon, faut pas lire. Je sais qu'il faut pas lire, mais excusez-moi. Ces enfants, ils sont venus me rappeler que souvent, c'est au-delà de tous les savoirs que l'indicible se voit. C'est-à-dire que on n'explique plus subitement. On est tout simplement touché et on est terriblement vivant. Et c'est là où la pensée, chez nous, l'intellect prend tellement de place. Mais par rapport au sacré, la pensée devient contemplation. C'est-à-dire qu'elle abdique quelque part son savoir et s'ouvre justement elle devient réceptive au sacré. Et je pense que nous avons tous connu dans nos vies ces éclats de lumière qui sont restés accrochés, j'ai envie de dire, à notre mur inconscient et qui sont réactivés lors d'expériences esthétiques, amoureuses. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ce sacré chez l'enfant? On peut se demander si l'enfant aujourd'hui a cette disponibilité à aller vers ce qui le touche en profondeur. Puisque l'enfant, c'est la spiritualité à ses origines. Hein. Il ne le sait pas, mais c'est ce qui fait sa force. Et il réveille en nous l'enfant qui sommeille en nous. Et il réveille aussi ce souffle qui traverse tous les grands mythes universels. J'ai presque envie de dire que ce souffle, il continue à battre dans nos âmes, il continue à battre dans l'inconscient collectif. Et l'âme du tout jeune enfant en est le dépositaire. D'ailleurs, on peut se demander, quand on lit tous les grands mythes et tous les grands récits, cet élan de dépassement que l'on note chez tous les grandes figures, justement, est-ce qu'elle pourrait exister s'il n'était pas porté justement par le goût du merveilleux, par ce goût qui est en chacun de nous de dépassement. Alors, au niveau de l'enfant, il est un peu perdu aujourd'hui dans le domaine du sacré. Combien d'enfants me disent « Oh, il faut toujours se presser, il faut toujours aller vite, maman n'a jamais le temps.
Un petit enfant me disait tout dernièrement, « Oh, j'irai parler avec le vent. » Il adore les cerfs-volants. Tu sais, je parle avec le vent. Lui, au moins, peut-être, il saura m'entendre. Et on a perdu un peu cette présence à ce qui est. On est tellement bousculé dans ce monde qui est toujours pressé vers le rendement. Pour l'enfant, c'est toujours les bonnes notes. Il faut toujours aller mieux, toujours plus vite. Et effectivement, c'était Rudolf Steiner qui disait encore que l'enfant est dérangé si on le bouscule avec des pensées matérialistes. Et aujourd'hui, l'enfant, il est très sollicité par des stimuli de toutes sortes. Et on le sait d'ailleurs aujourd'hui que ces stimuli à répétition favorisent les troubles de l'attention et de la concentration. Et on peut dire que l'enfant aujourd'hui est dérangé dans son monde intérieur, qui lui répond plus aussi fortement. Il est presque comme il était en exil de lui-même. Et là, je reviens au thème du colloque. J'ai envie de dire qu'il perd sa dignité d'enfant dans son monde, puisqu'il a beaucoup moins de personnes qui l'entendent, qui recueillent sa parole. Et nous le savons tous que c'est le regard confiant qui nous donne à chacun de nous notre noblesse et notre dignité. Or, l'enfant aujourd'hui, ce qu'il ressent dans son ressenti profond, il peut beaucoup moins le partager. Et c'est grave. Oui, je dirais que notre responsabilité d'adulte aujourd'hui est d'accorder à l'enfant le droit à la rêverie. Il a moins le temps, il a moins cette disponibilité aujourd'hui. Je plaide vraiment pour que le droit à la rêverie ait sa place dans la vie de l'enfant et qu'il puisse à nouveau intégrer ou vivre plutôt cette imagination débordante parce qu'on sait que l'imagination est une puissance créatrice, poétique, fabuleuse, un besoin d'aller au-delà de ce qui est. Et le jeu aussi. Le jeu, l'enfant a moins de temps de jouer aujourd'hui. On sait tous pourquoi. Et c'est quand même dans le jeu qu'il se cherche et se trouve. C'est dans le jeu aussi qu'il peut faire, défaire, refaire sa réalité jusqu'à ce qu'il puisse l'intégrer. Et l'enfant, vous l'observez tous, je pense, a moins de disponibilité aussi pour jouer. Et aussi, mais ça je crois que j'admire le travail des instituts dans les maternelles parce qu'elles favorisent toujours ce lien avec les légendes, les contes. Parce que dans les contes, les légendes, l'enfant retrouve sa dignité, il retrouve sa verticalité. Et parce que il est encouragé à traverser les difficultés, puisque ce qu'on lui dit est possible. Le héros trouve l'élan de dépassement pour aller au-delà des obstacles. Et cela alimente d'ailleurs la foi dans la vie. Et l'enfant est venu me rappeler qu'il y a en chacun de nous, dans nos profondeurs, un espace sacré, j'ai envie de dire, tout au fond de nous. C'est-à-dire qu'un espace qui n'a pas été touché par les perturbations, les fracas de la vie. Et c'est comment est-ce que j'ai envie de dire, un espace qui est au-delà des perturbations et des blessures et qui nous relie à plus haut que nous. Et on est tous plus que ce qu'on donne à voir. Et c'est cette verticalité qui nous donne la dignité d'être humain parmi les humains. Et je dirais que même l'homme le plus abîmé garde une inaliénable dignité.
Et je pense qu'il y en va de notre responsabilité à tous de l'entretenir. Et comme nous le rappelle l'enfant, redonnons du poids, redonnons de l'intensité à cette extraordinaire, je dirais, puissance créative et poétique qui souffle mystérieusement d'ailleurs en chacun de nous. Et pour terminer, je dirais qu'il en va de notre santé psychosomatique, que si on retient trop l'appel vers l'essentiel, on se déforme et on tombe dans la souffrance. C'est ne pas oublier l'être essentiel qui nous habite, et l'enfant est là pour nous le rappeler. Merci. Merci bien. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces apports. Et maintenant vient le moment d'une pause créative où, auprès d'Isabelle, tous ceux qui souhaitent apporter des éléments, des réflexions, ou qui peuvent aussi des questions qui peuvent nourrir la table ronde qui va suivre. La même chose pour tous ceux qui sont en ligne. Vous pouvez aussi envoyer à Agathe vos remarques et questions, et Alain et Agathe vont se charger de nous les transmettre au mieux. Mais vous avez derrière un grand tableau noir qui vous invite, et il est fleuri, à écrire aussi dessus. Donc vous pouvez venir me parler si vous voulez. La table ronde sera alimentée par vos questions, vos remarques, etc. Mais vous pouvez aussi aller écrire ou dessiner, ou faire ce que vous voulez sur ce tableau qui vous appartient. Bonne pause. Et n'oubliez pas les masques. Nous pouvons maintenant, nous qui sommes là, avons le droit d'enlever les masques. Pour ce qui est de la salle, ça n'est pas fini. Et il y a encore beaucoup de place sur le tableau. Mais j'ai eu plusieurs questions aux intervenants. Et il y a aussi beaucoup de remarques d'une manière générale que vous pourrez aller lire sur le tableau. Mais maintenant, les questions aux intervenants que je peux vous transmettre tournent tout d'abord autour de la question de la mort et de la conscience. C'est-à-dire, il y a une question qui est, par exemple, comment aborder, quand on est soi-même professionnellement très proche des questions de mort, et c'est le cas, par exemple, dans certaines institutions où on s'occupe de personnes en situation de handicap qui sont elles-mêmes déjà très vieillissantes. Comment aborder cette question à la fois avec les collègues, avec les familles, avec les personnes elles-mêmes, parce que les personnes sont prêtes à l'intérieur d'elles-mêmes, enfin voudraient en parler, mais ne sont en fait pas prêtes à l'aborder. Comment faire ? Ensuite, une autre question, c'est comment mettre de la transparence au niveau des pompes funèbres, c'est-à-dire la question de la toilette des défunts, la question au fond de tout ce qui a à voir avec ce corps qu'on laisse, et de quelle façon on peut faire ça. Une autre question concerne à la fois les enfants et la mort. C'est une question d'enfant qui dit mais pourquoi est-ce qu'il y a un pouvoir qui me dit que j'ai pas le droit d'aller voir quelqu'un qui est mourant ou qui est mort ? Peut-être cette question, je peux la relier à une autre question qui est à vous tous. Qu'est-ce que vous dites ? Comment pensez-vous qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, quelles seraient des propositions pour dépasser la normativité et pour aborder la dignité et la liberté dans la crise actuelle ? Et enfin, savoir que surtout pour des jeunes, savoir que l'on contribue à détruire la planète, c'est à la fois désespérant et paradoxalement, ça réveille et ça construit une conscience qui, elle, est immortelle. Voilà ce qui nous vient de tous les participants dans la salle. Oui, beaucoup de questions chez nos amis qui nous suivent chez eux. Tout d'abord, une grande gratitude envers les apports. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens écrivent derrière
leur clavier pour témoigner non seulement de leur reconnaissance, mais pour partager des expériences personnelles de ce que vous avez pu ici vivre en silence sur vos chaises. Ceux qui sont en ligne ont la chance de pouvoir l'écrire et on a beaucoup d'histoires très touchantes qui apparaissent suite à vos apports respectifs. Un certain nombre de thèmes se recoupent avec ce qu'on a déjà entendu. Tout d'abord, sur le geste général que nous accompagnons aujourd'hui pendant la journée, c'est de dire, à partir d'un sentiment qui est quand même lié à la crise que nous traversons, c'est-à-dire une prise de conscience qui fait dire plus jamais ça. Et aussitôt, après le plus jamais ça, et alors maintenant ? D'où la question maintenant qui se décline sur le sujet de la mort, cette question des rites. Ces rites qui peuvent évidemment être appropriés et être vécus de manière libre, c'est-à-dire c'est l'aspect de la créativité qui apparaît là. Se sentir maintenant dans... Et qu'est-ce qu'on fait ? Se sentir interpellé dans la créativité. Ça, c'est quelque chose qui est ressorti des échanges. Quelque chose par rapport à la dignité de l'enfant. C'est un certain nombre de questions sur le rôle, les apports des mythes et des légendes et de ces héros et de l'identification à ces personnages. Et donc, aussi, ces héros de l'Antiquité et ces héros, puisque tout le monde n'a pas forcément accès à cette grande littérature, mais les héros contemporains, qu'en est-il des héros contemporains que les enfants peuvent finalement côtoyer jour après jour ? Sur la question du lien avec la Terre, là aussi, une interrogation, quelqu'un qui fait beaucoup le constat de ce que tu as raconté, Jean-Michel, d'être... ces jeunes qui se sentent coupés de cette réaction intérieure possible, qui n'est pas encore le lien justement avec la Terre, avec le monde. Donc la question de la restauration. Comment restaurer ? Donc vous voyez finalement toujours cette même question qu'est-ce qui va nous porter maintenant vers l'avant ? Voilà, j'essaye de synthétiser, mais j'espère que pour nos amis internautes, j'aurai restitué à peu près l'essentiel de leurs préoccupations. Bon, je vais peut-être réagir d'abord sur ce que j'ai pas tout retenu, des questions sur la mort, mais il me semble qu'il y a une question sur comment effectivement parler de la mort entre peut-être professionnels ou avec les familles ou avec les personnes elles-mêmes qui s'approchent de la mort. C'est vrai que c'est une question que j'ai entendue depuis très très longtemps, depuis plus de 30 ans que je m'occupe de cela. Je dis que les gens ont besoin de parler de la mort. On se dit, il ne faut pas aborder la question parce que, oh là là, ça va les plomber, ça va les déprimer, etc. Pas du tout. Les gens ont besoin de parler de la mort. Et plus on approche de la mort, c'est-à-dire plus on vieillit aussi, et plus on en a besoin. Nos EHPAD sont remplis de gens qui ont besoin de pouvoir parler de la mort. Sauf que personne n'ose aborder le problème parce qu'on a peur de les déprimer. Et c'est l'inverse. Quand on évite la question, on les jette dans une solitude extrême. Alors souvent, ils lancent des perches. Et des perches, constamment, on en a, parce qu'on perd une amie, on perd... Cette occasion peut être l'occasion de dire qu'est-ce que vous avez envie de dire à propos de ça ? Vous avez sûrement des choses à dire, ou des inquiétudes, ou des désirs, ou des souhaits. C'est de s'asseoir et d'être disponible, parce qu'on n'a rien à dire sur la mort, parce que finalement, je veux dire, les uns et les autres, nous n'en savons pas grand-chose. Mais nous pouvons, face à la mort, avoir des choses à dire et dire à l'autre, dis-moi ce que tu ressens, ce que tu aimerais, quels sont tes souhaits, tes peurs.
Et quand une personne sent que l'autre est disponible, elle se met à parler. Et il suffit qu'elle puisse parler. Et souvent, d'ailleurs, les personnes disent, expriment, les personnes âgées, par exemple, se disent la mort n'est pas loin, je la sens venir, elle va bientôt venir me chercher. Au lieu de dire non, ne parlons plus de ça. Mais au contraire, oui, après tout, on peut désirer mourir quand on est très âgé. On a fait sa vie, et à ce moment-là, dire qu'est-ce qui est important pour vous ? Dites-moi ce qui est important pour vous. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Qu'est-ce qui compte ? Et alors, à ce moment-là, les personnes vous disent, elles parlent. Elles disent ce qui est important. Elles disent leur peur de souffrir, leur peur d'être prolongée, leur peur de se retrouver à l'hôpital avec plein de tuyaux partout. Et les personnes âgées qui parlent de la dignité, elles vous disent, moi, une personne dans un petit livre que j'avais écrit qui s'appelle « Nous voulons tous mourir dans la dignité », une personne âgée de 92 ans m'a dit « Moi, madame, mourir dans la dignité, c'est mourir dans mon lit et pas à l'hôpital. » Donc déjà ça, entendre ça, mourir dans son lit. Je veux évidemment pas souffrir, notre loi le permet. Ne pas être prolongé, notre loi le permet. On peut ne pas être forcé à m'alimenter si je n'ai plus faim, notre loi le permet. Et quelqu'un qui meurt d'anorexie finale ne souffre pas. J'en ai suffisamment de témoignages pour... quelqu'un peut tout simplement ne plus avoir faim, se dire tout simplement « laissez-moi glisser doucement ». Et c'est très différent du syndrome de glissement que l'on a vu pendant le premier confinement, qui lui, le syndrome de glissement est le signe d'une souffrance parce que les gens se laissent mourir parce que justement par solitude, par chagrin, par désespoir. Mais une personne qui arrive au bout de sa vie, tout à fait, je dirais, parce que c'est le terme de sa vie, elle a fait sa vie, et qui se dit je n'ai pas envie du tout, je n'ai plus faim, je n'ai pas envie qu'on me stimule, qu'on me mette au fauteuil, j'ai juste envie de me laisser glisser. Quand il n'y a pas de connotation de détresse, de désespoir, c'est tout simplement quelque chose de naturel et ça doit simplement s'accompagner. Et ça, beaucoup de personnes ne savent pas ça, que les personnes âgées rêvent de mourir comme ça, d'anorexie finale. Parce que c'est une mort douce, on s'éteint comme une petite bougie. Donc je veux dire que toutes ces personnes vont vous dire ce qu'elles souhaitent. Il faut juste leur montrer qu'on est disponible. Donc ça, c'est vraiment la question de la communication. Je pense que vous savez, moi j'avais été invitée par la Fondation Corian, qui est un groupe privé de maisons de retraite, à parler aux directeurs j'avais 500 directeurs devant moi. Et la patronne de Corian avait dit, je ne leur ai pas dit qui viendrait parler, ni du sujet. Elle m'a dit, je veux que vous leur parliez 20 minutes de la mort. Ces 500 directeurs qui avaient entre 35 et 50 ans, les jeunes, eh bien, j'avais pas eu une mouche qui volait, ils n'avaient jamais entendu parler de ce que je leur ai dit. Et le thème était prendre soin. J'ai dit, comment voulez-vous prendre soin d'une personne âgée si vous évitez la question de la mort ? Elles ont ça toutes dans leur tête. Tout le monde y pense. Pas d'une façon morbide, mais tout simplement parce qu'on s'en approche. Parce que on se dit que et pendant le confinement, combien de personnes y ont pensé et se sont dit, justement, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui est important pour moi, Donc, si vous évitez la question, vous les jetez dans la solitude. Et les personnes sentent très bien avec qui je peux en parler, avec qui je ne peux pas en parler. C'est juste une disponibilité. Il y a une question qui me vient et que je pense que Sévi peut... Parce que j'ai envie... Je ne sais pas si tu auras envie d'en parler, mais les enfants, par exemple. Les enfants, il ne faut pas les écarter de la question de la mort. Justement. Et tu as vécu quelque chose que tu m'as raconté que je trouve très, très important. Parce que tenir un enfant à l'écart
de la question de la mort, de tout ce qui se vit autour d'un grand-parent qui meurt, par exemple, c'est lui faire violence. Et j'aimerais que tu... Je pense que c'est aussi une réponse à tout ce que nous disons là, mais tu peux peut-être prendre le relais. Oui, très rapidement, il s'agit d'un petit garçon que j'ai reçu qui a 5 ans, en pleine révolte, pendant le confinement, en pleine révolte, et j'arrivais pas à établir un lien. Et ça passe comme ça, les séances sont dures, et subitement, il me crie comme ça, au milieu de la séance, bah, toi non plus, tu vas pas me parler de mon grand-père. Ah, j'ai dit, écoute, parle-moi-en, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mais écoute, il est mort, et puis on m'a dit qu'il fallait pas que j'en parle. Bon. Et puis on a commencé progressivement, j'ai lui demandé de dessiner, je lui ai demandé, mais parle-moi, et c'est là où j'ai vu chez l'enfant a besoin de la réalité, il a besoin de la vérité, il a besoin de savoir de quoi fait partie sa réalité. Parce que si on lui cache la vérité, il se met à imaginer d'une façon complètement déformée. Il se met à interpréter, il se met à s'exalter. Ce n'est plus l'imagination poétique et créatrice dont on parlait. Et c'était d'une violence inouïe. De la part des parents, j'ai envie de dire, et je rejoins Marie, de ne pas parler de la mort de ce grand-père. Et c'était absolument étonnant lorsqu'on a commencé. Alors j'ai demandé aux parents de venir, ils étaient très étonnés. J'ai dit, il faut que vous en parliez. On a parlé de la mort de ce grand-père. Et le petit a pu justement vivre sa vie, vivre la réalité de ce qui se passait. Il est devenu digne de vivre ce qu'il avait à vivre. Et je pense que c'est absolument indispensable que l'enfant, ne pas négliger l'enfant dans ces grandes questions. Oui, parce que l'enfant, il sent tout, hein, il perçoit tout, il sait. Et s'il voit qu'on l'écarte, il se dit « Oh là là, c'est rudement grave si on m'écarte. Hein » Alors que si on l'associe tout simplement, on va avec lui voir le grand-père mort, on va avec lui, on l'emmène aux obsèques, si l'enfant est d'accord, évidemment. Mais il participe et il a un double message qui arrive, la mort fait partie de la vie, et ce n'est pas une catastrophe, car les humains font face à la mort. Et comment ils font face? Par la solidarité. Ils voient les adultes qui se prennent dans les bras, qui se réconfortent, qui parlent ensemble. Donc il se dit, la mort fait partie de la vie, ce n'est pas une catastrophe, la vie continue, mais on est solidaire. On se soutient face à cela. Vous voyez? Et l'enfant sort, je dirais, renforcé de cela. Alors que si on l'écarte, on l'affaiblit. On croit le protéger, on ne le protège pas. Je voulais peut-être ajouter, c'est une autre facette, mais j'ai fait l'expérience que souvent, si on permet aux enfants ou aux jeunes d'avoir un lien renforcé avec la nature, par exemple par le jardin, des choses comme ça, en fait, on travaille en permanence avec des cycles de vie des plantes ou des animaux, si on a un petit élevage, et puis cette question de la mort qui est devenue complètement tabou aujourd'hui. En fait, elle est là. On voit que les plantes poussent au printemps et puis qu'en automne, elles dépérissent. C'est quand même étonnant. Hein, beaucoup de jardins où la première chose à faire dès qu'une plante dépérit, c'est d'enlever toutes les feuilles qui dépérissent. Mais comme si on avait du mal à voir ça. Mais en fait, on pourrait vraiment travailler aussi là-dessus, simplement dans qu'est-ce que ça veut dire quelque chose qui dépérit. Ah oui, tu vois, ça dépérit, mais il y a une belle graine. On a des images archétypales fondamentales. Génial, fantastique en fait. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand une plante dépérit? Toute la plante dépérit, mais il reste une graine. Et la graine, l'an prochain, elle va repousser. On en pense ce qu'on veut selon sa religion ou ses croyances, mais on a une image incroyable. C'est pas fini, tout disparaît, mais il reste quelque chose qui va ressurgir. Il ne faut pas forcément en parler. Il faut juste accompagner le processus. Et vous voyez ce que ça peut vouloir dire comme confiance dans l'avenir, par exemple, pour des jeunes ou pour des enfants, de réaliser juste ça. Par exemple, on pourrait prendre une multitude de grands archétypes qui sont dans le rapport à la nature. Un animal qui est âgé, il va mourir et puis on l'accompagne. Et peut-être que ça peut aider un petit enfant, avant que ce soit dans la famille, déjà d'avoir cette première expérience de l'animal ou comme ça. Je veux juste montrer par là que
chaque fois qu'on permet ce lien en fait à la vie de la nature, on touche des choses très profondes en nous, quoi. Hein. C'est la nature, elle est tout autant en nous que dehors, et c'est ça que je voulais dire préalablement. Chaque fois, on a des grandes images de notre vie humaine dans la nature qui nous le montrent de manière absolument objective en plus, quoi. La plante, elle dépérit, elle meurt et on a une graine et voilà, il faut juste l'accompagner et vivre ça avec, quoi. Tout à l'heure, quand vous avez parlé, moi j'ai été très touchée quand vous avez dit que la nature était guérissée. Hein, la nature est thérapeute, en fait. Hein. Et je me suis dit, quand je vous ai écouté, je me suis dit que j'avais envie de partager avec tout le monde la lecture d'un livre que j'ai préfacé, qui s'appelle « Grandir avec les arbres ». Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. La personne me l'avait envoyé pour me demander un petit mot, et j'ai dit non seulement je vous ferai un petit mot, mais je vous le préface parce que j'avais été très touchée. Et en fait, je crois que c'est une histoire vécue, mais qui est présentée sous forme d'un conte, d'une jeune femme épileptique qui va voir un dendrologue. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un dendrologue ? Dendron, en grec, c'est l'arbre. C'est le spécialiste de l'arbre. Et cet homme a 75 ans. Elle a, je crois, une vingtaine d'années. Ça se passe à Antibes. Et elle va le voir pour faire une thérapie avec lui. Et dans cette thérapie, il a décidé de lui parler du symbole de l'arbre, de prendre un arbre à chaque fois, le symbolisme de cet arbre, et de lui demander de travailler sur ce que cet arbre, par exemple, si je prends le chêne, symbole de la force, qu'est-ce que la question de la force, comment ça se passe dans sa vie à elle, de dialoguer avec comme chez les Jungiens, on le verra cet après-midi certainement avec Jean-François, mais Jung demande de dialoguer avec les rêves. Là, on peut dialoguer avec un symbole, dialoguer avec le symbole de... Et il lui parlait. Ensuite, il l'envoyait au parc. Il y a un magnifique parc à Antibes pour aller rencontrer l'arbre. Mais l'embrasser, le toucher, l'enlacer, lui parler justement de sa résonance par rapport à ce symbole de la... Et il a fait cela, dans le livre, il y a 12 arbres. Mais la thérapie, je ne sais pas, elle a duré certainement plus longtemps que ça. Mais à chaque fois, cette jeune femme a guéri de son épilepsie. J'avais trouvé ça magnifique parce que là, on voit vraiment comment la nature est thérapeute et comment le dialogue avec la nature. Et vous savez qu'au Japon, qui est un pays qui travaille énormément sur le bien vieillir, il y a la population âgée la plus importante au monde. Hein. Vous avez 65 000 centenaires au Japon. Eh bien, ils vont tous dans les forêts, ils vont toucher les arbres, ils les enlacent, ils leur parlent. Et c'est extrêmement important pour eux dans leur bien-être d'être vieillissants. Et nous devrions nous inspirer beaucoup de cela dans notre grand âge. Merci beaucoup pour le témoignage parce que ça bouge de manière générale. Si on regarde le rapport au monde vivant, il y a quand même beaucoup de choses positives qui se passent ces derniers temps. On a beaucoup de biologistes qui demandent une écologie plus sensible, qui demandent... Il y a pas longtemps, il y avait je ne sais plus quelle revue scientifique titrée avec quelqu'un qui embrassait son arbre. Il y a 15 ans ou 20 ans, on aurait dit c'est un truc de fou, quoi. Enfin, c'est un truc de New Age ou de gens qui sont complètement à côté. Ça, c'était une revue scientifique pour la science, je crois, qui titrait avec cette image. J'ai dit, oula. Donc ça bouge, et peut-être juste pour dire qu'en fait la question c'est que pendant longtemps on a imaginé qu'on respecterait mieux la nature et qu'on prendrait que l'être humain agirait de manière responsable avec la nature s'il comprenait tous les mécanismes de la nature. En fait ça marche pas du tout. Moi, j'ai travaillé dans l'éducation à l'environnement, ça marche pas du tout d'expliquer à quel point c'est complexe parce que ça reste collé dans la tête, ça reste des représentations intellectuelles. Et on réalise de plus en plus à quel point ce qui va compter, alors ça peut être d'embrasser un arbre, en tout cas c'est d'avoir une expérience sensible qui me touche au cœur de la nature, que ce soit une expérience vécue.
et que tant que c'est des raisonnements intellectuels, la personne ne change pas son comportement. Vous pouvez dire à tout le monde il faut faire ci, il faut faire ça, parce que la nature est tellement belle, est tellement riche, est tellement complexe, avec tous les schématismes, tous les schémas possibles, et les mécanismes d'écologie et tous les tableaux, prouver qu'il faut changer, ça ne change pas. Ce qui fait que quelqu'un change son comportement, c'est qu'il va être touché profondément quelque part. Et toute la question, c'est ça en fait pour les jeunes, c'est comment multiplier les possibilités d'expérience, de liens concrets avec la nature, qui ensuite les amènent à s'engager, et aussi leur montrer qu'on peut agir positivement, que si je plante un arbre, ok, mon empreinte elle peut être négative, mais dès que je plante un arbre, mon empreinte elle est un peu positive, etc. Donc passer par une rencontre vraiment sensible, ça je pense vraiment c'est le gros enjeu de notre époque, une rencontre sensible par tous les sens, sensible intérieure par avec notre âme, avec notre vie intérieure, pour ensuite se sentir existentiellement responsable de quelque chose. Enfin, le meilleur qui décrit ça, c'est dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Vous avez la plus belle description, comment on devient responsable de sa rose. Sévim, tu voudrais aborder cette question des mythes qui a été proposée, qui va dans le sens de la restauration? Alors, la question était ce que tu as évoqué, que comment les grands personnages des mythes et des légendes nous aident. C'est quelque chose qui est ressenti, mais où voilà quelle est la voie. On pourrait dire, que connaissant ton approche, comment eux nous accompagnent en tant qu'image exemplaire pour retrouver cette fameuse source intérieure que tu as très bien localisée, on va dire, dans la sphère du sacré. Comment ces personnages-là nous accompagnent? Est-ce que tu as des exemples que tu pourrais partager avec nous? Et il y avait l'aspect aussi de ces grands mythes anciens, mais les héros contemporains, quelque part, où sont-ils pour l'enfant? Alors, je dois avouer que les héros contemporains, je les connais beaucoup moins. Et là, j'ai besoin d'aide. Mais je pense que c'est dans la même symbolique. Et j'ai envie de prendre un exemple concret. C'était un enfant qui est passionné de mythes. Et je lui ai demandé, mais est-ce que tu connais Gilgamesh ? Le héros mésopotamien. Est-ce que tu le connais? Ah, il me dit non, je ne connais pas. Dis-moi. Et donc, je lui explique Gilgamesh. Et là, on rejoint, c'est quand même intéressant, on rejoint tout ce que Marie a développé. Gilgamesh, c'est le héros qui est à la recherche de l'immortalité. Et il a appris que tout à fait à l'autre bout de la planète, il y a une plante chez un dieu, Utanapishtim, qui détient cette plante. Et donc, il va passer par des aventures extraordinaires. Et là, l'enfant a les yeux qui s'écarquillent quand il doit attaquer le cerbère des montagnes, l'ogre au fond de la forêt, etc. Et enfin, il arrive chez Napishtim. Et Napishtim lui dit, écoute, il faut que tu fasses aussi un exploit pour prendre cette plante. Il faut que tu descendes au fond des océans et là, tu trouveras la plante. Donc, ce qu'il fait, il plonge, il trouve la plante, il remonte, ravi. Il arrive près d'une petite fontaine, il pose sur le bord de la source, c'est quand même intéressant, c'est le symbole de la source. Il pose sur le rebord de la source la plante d'immortalité et il va se détendre. À ce moment-là, arrive un serpent qui avale la plante et qui se métamorphose sous les yeux de Gilgamesh. Gilgamesh est un peu effondré quand même. Et puis il commence à réfléchir. Et cet homme qui était un despote, quelqu'un de très tyrannique, cette recherche d'immortalité lui a donné la sagesse. Et c'est à ce moment-là qu'il va écrire les tables, les fameuses tables, premières tablettes d'argile sur la constitution de sa cité. Et alors, je pose la question au petit garçon, et il a cette question étonnante. Non, il a une réponse. Il me dit, mais alors, tout est possible. Je lui ai dit, écoute, oui. Alors là, on a commencé. Qu'est-ce qui est possible? Mais il me dit, mais à ce moment-là, il y a toujours quelque chose qui arrête.
Et c'est là où je viens au symbole du mythe. Le mythe nous apprend justement à pousser plus loin les limites, justement, de toujours les pousser plus loin, tout en les intégrant, parce que je pense que la vraie liberté, c'est de pouvoir intégrer les limites et d'être libre à l'intérieur de nos propres limites. Donc je pense que pour l'enfant, le mythe lui donne la verticalité, c'est-à-dire c'est possible d'avancer, c'est possible surtout de descendre vers sa source et qui nous donnera les forces nécessaires pour aller toujours plus loin. Donc c'est quelque chose dont on a besoin, surtout actuellement où nous avons une pensée qui se matérialise beaucoup, et les mythes nous permettent à nouveau ce souffle de l'imaginaire, hein, et du rêve. Et du rêve, je pense que c'est important. Voilà. J'aimerais rapporter une question qui vient d'un ami qui est branché avec nous sur Internet. Marie, c'est la question, quand on voit j'ose dire, la tranquillité avec laquelle tu peux proposer l'accompagnement, hein, des derniers moments. Il y a quelqu'un qui nous interroge sur les incertitudes aussi. Hein. On touche là à quelque chose qui s'ouvre, qui est inconnu, qui est évidemment pas de la pratique du quotidien. Et la question, c'est comment peut-on être sûr dans ces moments-là qu'on se trouve vraiment en relation avec la volonté profonde de celui qui part? La question est posée comme ça. Est-ce que tu peux en faire quelque chose ? Qu'est-ce que ça veut dire être avec la volonté de celui qui part ? Je pose la question telle qu'elle a été donnée. Parce que moi, ce que j'ai observé, mais bon, je suis observatrice, j'ai été quand même pendant 10 ans au chevet c'est que justement, ce qui m'a frappée, c'est qu'il n'y a plus de volonté quand on est en face de la mort. C'est que l'approche de la mort abrase tout ce sur quoi nous nous fondons, la maîtrise, le contrôle, la volonté. On voit que tout ça, ça fond. Je pense par exemple à la mort de Christiane Singer, qui peut-être évoque quelque chose pour vous, parce que c'était quand même une écrivain qui a écrit sur les 6 derniers mois de sa vie, dernier fragment d'un long voyage. Et c'était Christiane Singer, c'est une femme qui était je dirais sur scène, c'était une actrice. Hein, elle avait je dirais, elle maîtrisait très très bien. Et j'ai vu vraiment en 6 mois, j'ai vu tout ça fondre. Il y a une sorte de transparence. Elle ne voulait plus rien, en fait. Ça m'a beaucoup beaucoup frappée parce que c'était une femme très volontaire, très énergique, qui savait ce qu'elle voulait, etc. Et là, elle ne voulait plus rien. Et elle était au plus près je dirais, de justement, on ne sait rien, on ne veut rien. Et c'est là que s'ouvre quelque chose d'extraordinaire. Donc en fait, je pense qu'on disait pousser les limites. Hein, mais c'est vrai que la mort est une limite. Ça met une limite à notre volonté, notre maîtrise. Alors, c'est très difficile, évidemment. Je dirais, j'observe ça. Bon, maintenant, beaucoup de personnes ont besoin de maîtriser leur mort, de contrôler les choses, elles ont une volonté. Hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle des directives anticipées, des dernières volontés des personnes. On voit bien qu'on est dans une société dans laquelle les gens écrivent leurs directives, leurs volontés en amont, quand ils sont en bonne santé. Et on est d'ailleurs tous invités à le faire, parce que d'une certaine façon, ça oblige à réfléchir à ce qu'on aimerait pour ces derniers moments. Mais la réalité, c'est que quand on approche de la mort, il n'y en a plus de volonté. Et c'est ça aussi qu'il faut entendre. Et souvent, il n'y a plus de volonté, mais il y a ce que disait cette vieille dame, il y a un désir profond
en fait de rencontres, de liens, hein, de boucler les choses. C'est bien sûr, je veux dire, c'est possible si, je dirais, le minimum humain de dignité est là, c'est-à-dire que la personne ne souffre pas, bien sûr, hein, qu'elle n'est pas, qu'on ne lui impose pas quelque chose qui est une violence, par exemple de transporter aux urgences quelqu'un qui pourrait mourir dans son lit. Ça, c'est une violence. Mais quand tout ça est respecté, hein, ce que je dis, ce minimum de dignité, d'humanité, eh bien, on se rend compte que les personnes, au fond, elles n'ont plus de vouloir. Hein. Elles sont elles lâchent, mais elles sont... L'essentiel sort, c'est-à-dire l'essentiel, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est ce besoin de boucler la relation avec les gens qu'on aime, de pouvoir être dans cette... Et c'est vrai que le mot qui revient tout le temps, hein, c'est le mot de l'amour. Je ne l'ai pas prononcé, mais c'est le mot de l'amour. Dans les derniers moments d'une vie, c'est l'amour qui émerge. C'est ça. Et donc c'est un mot qui est plus fort que même humanité, dignité. C'est ce mot-là qui... C'est un... Vous savez... Je cite souvent cet exemple des gens qui étaient dans le 2e avion qui s'est crashé à New York le 11 septembre. Il y avait un premier avion. Et dans le 2e, les gens ont su que qu'un avion s'était crashé sur les tours de New York et ils savaient que c'était leur destin. C'est-à-dire que je ne me demandais pas pourquoi, mais je sais que les gens dans l'avion savaient que 1-2 minutes plus tard, ils ne seraient plus là. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a retrouvé sur les portables des familles, parce qu'il y a eu toute une recherche qui a été faite à New York là-dessus, sur les portables des familles, on a retrouvé les messages que les gens, ils ont ouvert leur portable et en 1 minute, ils ont laissé des messages d'amour. Il n'y avait que ça. Ils savaient qu'ils allaient mourir, hein, que des messages d'amour. Sois heureuse, prends soin de toi, tout va bien, je t'aime. Des tout petits messages comme ça. Donc des gens qui savent qu'ils vont mourir, vous voyez, leur dernière pensée, c'est une pensée d'amour. Ça quand même, ça en dit long quand même sur l'humain. Ça donne confiance. Merci à tous les trois. Je crois que la question sur les pompes funèbres et la transparence, je crois que Jean-Michel y a d'une certaine façon répondu. Tu ne te souviens pas quand tu nous as parlé des feuilles mortes? C'est cette question, qu'est-ce qu'on accepte peut-être de voir comme un corps qui est un corps en fait et qui est d'une autre nature que le corps vivant. Et peut-être vous pouvez encore dire un mot là-dessus. Et puis je rappelle que quelqu'un a aussi demandé mais on fait quoi de cette normativité, de toutes ces obligations, etc. Et je crois que vous n'y avez pas répondu directement, mais vous y avez répondu tout le temps. Donc, si vous voulez bien encore juste dire un tout petit mot sur cette question-là. Ensuite, on prendra le temps de une dizaine de minutes pour qu'il y ait un échange direct entre la salle et vous. Et c'est là où je vais venir avec mon micro et les lingettes. Alors, sur le corps mort, je vais vous partager quelque chose de très personnel, mais qui montre... D'abord, ça montre que l'on a le droit de faire ça. J'ai perdu mon premier mari, le père de mes enfants, il y a 2 mois. Il est mort d'un arrêt du cœur. Il était en bonne santé. On l'a retrouvé devant sa chambre, mort brutalement. Eh bien, mes enfants ont été appelés par les pompiers et ma fille a dit « Vous ne touchez pas. Vous mettez le corps de mon père sur son lit. Vous ne l'emmenez pas. Nous le gardons. » Première chose, savoir que c'est possible. Donc, les
les pompes funèbres sont venues pour faire ce qu'on appelle, je dirais, de la thanatopraxie, praxis, qui permet que le corps reste sur un lit réfrigéré avec une... Et jusqu'à l'enterrement, pendant plusieurs jours, le corps est resté dans le salon de la maison du père de mes enfants. Et il était donc là, très serein, mort. Et tout le monde était là, la famille qui allait, venait auprès du corps, allait à la cuisine, préparer le repas, revenait. On parlait, on était vivants autour de ce mort dont on parlait, à qui on parlait. Et je me souviens de mon petit-fils de 5 ans, Melchior, qui était là et qui regardait avec ses grands yeux comme ça. Et bon, mes petits-enfants m'appellent Mamouchka. Il me dit, Mamouchka, mais grand-père, bon papa, il est mort? J'ai dit, oui, bien sûr, il est mort. Mais est-ce que tu lui parles? Est-ce que je peux lui parler? Je lui dis, mais oui, est-ce qu'il m'entend? Je lui dis, il ne t'entend pas avec les oreilles de son corps qui est mort. Donc, vous voyez. Mais il t'entend avec les oreilles de son âme. Tu peux lui parler. Tu peux lui demander de t'aider, de te protéger plus tard. Donc je parle à cet enfant de 5 ans qui regarde comme ça et qui est parti tout guiré à la cuisine. Un mois plus tard, je l'ai entendu dire à sa mère, comme ça, à l'air de rien, tu sais, maman, bon papa, eh bien, il me protégera plus tard. Voilà. Donc il avait bien entendu qu'on pouvait demander. Voilà. Une façon, je partage ça avec vous parce que beaucoup de gens croient que ce n'est plus possible de garder chez soi. Si c'est possible, on a le droit, et c'est absolument possible, il faut le savoir. Et que à ce moment-là, la mort est naturelle. On voit bien que les vivants sont autour, ils vont, ils viennent. Et je peux vous dire que là, je sais que mes petits-enfants ont eu une expérience qui est une vraie. Il y a une vraie pédagogie de la mort qui s'est faite là. Donc malheureusement, c'est souvent assez rare de pouvoir vivre ça, mais il faut que vous sachiez que c'est possible. Donc maintenant, est-ce que quelqu'un souhaiterait... Voilà. Merci. Donc, j'ai 3 petites choses à dire. La première, c'est que dans les maisons de retraite, on peut très bien demander à ce que son parent ne soit pas hospitalisé s'il est très mal. Ça ne pose pas de problème, mais il faut que le directeur soit au courant pour être couvert. La deuxième chose, c'est qu'il existe une association que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle Jalmalv, jusqu'à la mort accompagner la vie. Donc, si vous ne connaissez pas, si vous voulez des renseignements, vous pouvez venir me voir. Et même chose pour les arbres. Il existe une école, si on peut dire, avec une femme qui est docteur en sciences, son mari qui est ingénieur agronome. Ça s'appelle Prométhère. Et ils font des stages qui s'appellent Au cœur de soi, au cœur des arbres. On apprend à parler aux arbres et ils vous répondent. Merci beaucoup. Merci. Sévim, je pourrais éventuellement partager avec toi 2 choses. Une première chose, c'est un ami obstétricien qui demande à toutes ses patientes qui sont enceintes de lire les contes de Schmitt. Probablement, ça rappellera des choses à certains. D'autre part, un témoignage personnel. Comme tu sais, je suis médecin et j'ai eu à recevoir un jour un petit garçon qui était 10-12 ans, qui venait de perdre son grand-père. Il était totalement effondré et ce petit garçon était musicien. Et tous les deux, nous avons discuté de l'ode qu'on pourrait faire à Raymond, c'était le prénom de son grand-père. Et on s'est quittés en disant que l'un et l'autre, nous allions écrire une ode à Raymond, ce que nous avons fait pour dire adieu à ce grand-père. C'est beau. Et pour revenir, si je peux, pour revenir à ce que tu disais, Marie, ce matin, pour les
ce qui s'est passé toute cette année dans les EHPAD. J'ai le témoignage qui me bouleverse à chaque fois que j'y pense, de cette femme qui est psychanalyste, et qui vit à Paris, dont la mère est dans une EHPAD en Belgique, qui ne pouvait absolument pas communiquer avec sa mère, qui ne pouvait pas aller la voir. Et cette mère, qui était une femme âgée, mais qui était tout à fait vaillante, qui parlait, etc., maintenant ne parle plus, ne répond plus et est en position fétale dans son lit. Et la communication est complètement coupée. Et quand sa fille vient la voir, elle ne reconnaît plus sa fille. Et la seule communication possible maintenant est par le toucher. Et sa fille reste là avec sa mère en la tenant simplement par la main pendant une demi-heure, qui est le temps réglementaire permis. Merci. Oui, il me vient, à cause de tous ces témoignages très touchants, je voulais simplement dire que moi, il y a un livre qui m'a énormément touchée par rapport à tout ce qui vient d'être dit là. C'est le livre de Claire Hopper, Le pansement Schubert. C'est l'histoire d'une violoncelliste qui va dans les EHPAD et qui joue de la musique auprès des personnes qui n'ont plus ni quelquefois le moyen de parler, ni le moyen de s'exprimer, et qui sont dans des conditions extrêmes. Et c'est quelque chose qu'il faut aussi relever, vraiment les effets de l'art auprès des gens vraiment dans des états extrêmes. Quel que soit leur âge d'ailleurs, parce que là on a parlé que des personnes âgées, mais ça peut être des jeunes personnes aussi qui sont dans des cas très graves. De même que dans les hôpitaux psychiatriques, on sait à quel point les êtres humains étaient complètement démunis et délaissés. Et que là, vraiment, il y a un énorme travail aussi à faire auprès de ces gens dans les hôpitaux psychiatriques. Voilà, en tout cas, le pansement Schubert. Voilà, excusez-moi de faire de la pub, mais c'est magnifique. Très, très beau livre. C'est une très bonne pub et c'est dommage qu'il ne soit pas dans les livres qu'on offre ici à la vente et que vous pourrez regarder tout à l'heure, mais c'est tout à fait vrai. Marine ? Donc un livre qui illustre vous trois. C'est un livre pour enfants, mais les livres pour enfants, c'est pour tous les âges. C'est L'Arbre sans fin de Carlo Ponti. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. C'est Carlo Ponti, vous connaissez tous, c'est l'illustrateur pour enfants. Et il parle de la mort, et l'histoire d'une petite fille et sa grand-mère, et tout se passe dans un arbre. Donc ça vous rejoint tous les trois. Et c'est un livre à offrir, à lire pour tous les âges. Donc la mort, l'arbre et le conte. L'arbre sans fin de Carlo Ponti. J'ai la question d'un internaute qui est quand même, excusez-moi, qui est une question assez pointue, mais que je trouve assez inévitable de poser. C'est la question dans le rapport avec la mort, la disparition du corps, c'est-à-dire jusque sur le plan physique. Et la personne demande alors comment on fait en face de ça, et particulièrement devant pour les enfants. Et là, j'ai envie un peu peut-être de déléguer cette question à celui qui observe les phénomènes de croissance et de décroissance dans le végétal, dans les animaux, en tant que modèle idéal de ça, enfin, ou toi, Sévim. Mais voilà, c'est plus seulement l'accompagnement intérieur vers la mort, mais la disparition du corps. Je trouve que c'est une question qu'on ne peut pas contourner, qui demanderait beaucoup sans doute, mais si on pouvait la prendre maintenant. Pour l'être humain, je ne peux pas dire grand-chose. Hein. Je ne sais pas dire directement ce que je vois toujours comme expérience fantastique. À nouveau, un peu, si j'ai compris comment pourquoi tu m'as amené la question, c'est de chercher dans les images archétypales de la nature. C'est, en dehors de l'expérience de la graine, c'est l'expérience du compost, en fait. C'est quand même incroyable. Je ne sais pas si j'espère que vous avez tous eu l'occasion de faire un compost. Hein. On met toutes sortes de ce qu'on appelle des déchets. Il ne faudrait pas l'appeler comme ça, mais bon, ce qu'on appelle comme ça.
les restes, voilà, ce qu'on n'a pas consommé, les feuilles qui sont mortes, enfin tout, voilà, tout ce qui a vécu, qui a eu une vie, qui s'est déployé, qui s'est développé, qui a fait plaisir, qui a participé à la vie, et puis ça, à la fin, comme ça, en automne, ça reste là, et on ramasse tout ça, on rassemble tout ça, et en fait, c'est incroyable ce qui sort d'un compost, quoi, hein. Et ça, c'est une expérience qu'on peut faire toujours avec des jeunes, qui est vraiment dire oui, ben c'est pas très beau tout ce qu'on met sur le compost, mais qu'est-ce qu'il en sort après quand le compost est transformé? Ça sent très bon après, ça sent vraiment bon, du bon compost. Et puis on le met sur la terre et ça va pousser beaucoup mieux, quoi. C'est incroyable. Donc ça, c'est une expérience, je trouve, qui est très très forte, quoi, hein, pour tout le monde, si on la prend aussi au niveau sérieux, hein. C'est peut-être, voilà, une image, moi, qui me vient comme ça, hein, indirecte. Comment on fait de l'or, en fait, hein, parce que c'est l'or du paysan, ou c'était l'or du paysan, avec quelque chose qui est sinon considéré comme on pourrait employer tous les termes qu'on veut, quoi. On est arrivé pour l'instant au bout de cet échange à plusieurs voix. Un grand merci pour votre écoute et participation. Un grand merci à tous ceux qui sont actifs là chez eux, en ligne. On espère une pause restauratrice pour chacun. À tout à l'heure. Oh, merci.